lycée. Ok, d'accord. Voilà. Et en fait, il y a un gars qui organisait une soirée, il me dit mais il est tellement bon, hein. Moi celui que j'achète en grande surface il est pas très bon. Est-ce que je peux te payer et tu fais mon penchant. Je dis ouais, et puis du coup forcément je prends une plus-value par rapport aux ingrédients que j'ai achetés et j'en ai vendu un petit peu comme ça. Croire que les gens font absolument attention à tous tes faits et gestes, c'était vraiment peut-être un petit peu, je vais pas dire narcissique, mais j'étais vraiment dans le faux parce que les gens ils s'en foutent de ce que tu fais à partir du moment où on y va, même si ça ne fonctionne pas. Tu tentes autre chose parmi les idées que tu as. À partir du moment où tu t'acharnes, l'échec ça n'existe pas. Et l'échec c'est le meilleur apprentissage. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Donc aujourd'hui on enregistre le 10e épisode. Alors j'ai un invité exceptionnel, on est dans un cadre exceptionnel, on est dans un studio à Paris. Et donc du coup mon invité c'est Joris. Salut Joris. Salut Valentin. Ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Ça va. Ça y est, on se rencontre enfin. Exactement, après 8 mois de discussion sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Autour de nos projets et de ton podcast. Et ben ça y est, je suis en face de toi. Et Concrètement, ouais, ça y est, ça prend forme. C'est vrai que c'est marrant, on en discutait un petit peu avant, juste avant que ça enregistre. Le fait de se retrouver comme ça, échanger avec une personne sur les réseaux sociaux, c'est vrai que le lien physique, on entend beaucoup parler, oui, c'est important, etc. Et ouais, finalement, ça y est, enfin dans un studio. En plus, c'est vrai que là, on est dans un super studio sur Paris pour enregistrer tout ça. Donc, en espérant que la vidéo vous plaise. Joris, écoute, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à l'audience et expliquer qui tu es, ce que tu fais, etc. Avec grand plaisir. Alors moi, donc je m'appelle Joris Gentil, alias le Gentil assureur sur LinkedIn. Donc j'ai 23 ans, je viens de terminer mon Master 2 en droit des assurances il y a juste quelques mois. Et au mois de février dernier, je me suis lancé à côté de mes études et donc de mon alternance en dernière année. J'ai lancé une entreprise de communication de communication digitale spécialisée pour les assureurs avec mon associé Yann. Et on a lancé cela en février puisque j'avais vraiment ce goût pour l'entrepreneuriat. Enfin, il s'est développé, je dirais, il y a peu de temps. Je dirais pas 80% des gens que je l'ai eu dès que j'étais tout petit, mais c'est arrivé au cours d'une anecdote dans laquelle je reviendrai. Et c'est vrai que du coup je me cherchais beaucoup, je me demandais si vraiment vers quoi je voulais entreprendre. Je me suis ensuite tourné vers les assurances et c'est là que je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de me lancer même pendant mes études. Et puisque je commençais à écrire sur LinkedIn et qu'il y avait un petit boom à ce niveau-là, on l'a évoqué tout à l'heure, je me suis dit que si on faisait un petit mix des deux, assurance et LinkedIn, ça pourrait donner un cocktail vraiment sympa. Et c'est ce qui a expliqué que l'activité était finalement lancée. Exceptionnel, c'est exceptionnel ça. Parce que du coup, pour l'anecdote, toi, tu as refusé un CDI, si j'ai bien compris, alors que tu étais encore... parce qu'en fait, pour reprendre, tu as lancé ton agence alors que tu étais encore étudiant. Ouais, et tu as clairement refusé un CDI tout frais qui t'attendait à la sortie de ton master. Ah ouais. Et tu as dit non, moi je continue mon agence, je me lance à 200% et je continue mon truc parce que j'y crois. Exactement. J'ai bien compris. Exactement. C'est vraiment en lançant cette agence justement que je te disais que j'avais cette envie entrepreneuriale au préalable. Bien sûr. Et c'est vraiment en la lançant que là, je me suis dit oui, en fait, c'est pas seulement une envie, je ne veux pas faire autre chose. L'entrepreneuriat, je trouve, ça permet vraiment... c'est vraiment un défi de vie et je trouve que c'est ce qui peut donner du sens. Après, beaucoup préfèrent rester salarié et j'ai absolument aucun souci avec ça. Mais moi, je me suis rendu compte que j'étais plus du genre à vouloir m'imposer des défis et faire grandes choses. Et du coup, c'est ce qui a expliqué que malgré que la proposition de CDI a effectivement été faite alors que j'étais encore alternant, j'ai préféré la décliner. Elle m'a été proposée 2-3 fois. Ah ouais, 2-3 fois en plus. Ouais. Et tu gérais comment justement quand ils te posaient la question, genre comment tu faisais pour quand on te proposait, est-ce que c'est pas non plus n'importe quel type de proposition, on a beau dire ce qu'on veut, enfin genre ça reste quand même quelque chose d'important. Ah oui, tout à fait. C'était on va dire que c'était au départ ils me l'ont clairement demandé puis j'ai clairement décliné. Après c'était on va dire avant que je termine l'alternance amené de manière un peu plus implicite. Mais après, on me disait, t'es sûr et puis, on parlait de potentiellement d'autres avantages, etc. T'aimerais pas? Et puis, bon, je disais non. Même si c'est parfois justement compliqué, l'entrepreneuriat, puisqu'on n'évoque pas forcément cet aspect au départ. J'ai préféré me lancer là-dedans et aussi voir finalement pour d'autres projets ensuite, purement dans l'entrepreneuriat.
Et il te proposait, pour être très, très transparent, il te proposait combien à peu près une fourchette de salaire et quel type d'avantages et sur quel type de poste justement Bien sûr, j'étais, si tu veux, chargé d'affaires en alternance parce que c'était une agence qui était assez grande, assez volumineuse par rapport, tu vois, à d'autres agents où souvent tu as un seul agent général d'assurance, que c'était des agents généraux d'assurance, mes employeurs. Très clair. L'équivalent, si tu veux, à Burger King ou McDo, tu as des franchisés par exemple. Ouais, bien sûr. Un peu des franchisés d'assurance. Bon, juridiquement, c'est pas vraiment ça, mais de manière simpliste, on va dire que c'est le cas. Et en gros, il y avait 2 agents, donc 2 employeurs, 13 collaborateurs, une chargée d'affaires et un chargé d'affaires en alternance, donc moi. Et il me proposait finalement de reprendre le poste de cette chargée d'affaires qui est partie pour se lancer à son compte. Ah oui. Et voilà. Et au départ, il me proposait, dans la fourchette, c'était un petit peu plus de 2000 nets, tu vois, pour débuter, c'est tout de même pas mal. Enfin, c'est un salaire pour la Charente, notamment là d'où je viens, c'est un salaire, tu vois, assez cohérent avec ce qui est proposé, surtout pour un... Mais t'as quand même un master. C'est ce qui me choque un peu, c'est que t'as quand même un master et 2000 nets, c'est pas non plus... énorme, bien alors sûr. que tu t'es cassé la tête, entre guillemets, pour rester poli, pour arriver jusqu'à ton bac plus 5 et on te propose 2000 nets. Je comprends, et du coup, c'est ce qui a peut-être aussi un peu... clairement motivé ton choix aussi de se dire... Mais complètement, parce que oui, là je t'ai dit forcément que pour rester dans les stats, ça reste dans la moyenne, tu vois, par exemple charentaise, mais effectivement 2000 euros net quand tu as fait un bac plus 5, on va dire que c'est un petit peu... Avec de l'expérience en plus. Avec du coup 1 an d'expérience. Ouais, moi j'ai trouvé... alors le pire c'est qu'en plus ça choquait que moi, je crois que c'est ça en fait le plus choquant. Justement. Pour eux c'était normal. Ouais, mais même pour, tu sais, les employés qui bossaient là-bas, c'était même, attends, t'es bien. En plus que t'es jeune et que t'arrives juste, c'est pas mal, quoi. Je dis, ouais, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait, on va dire, un certain décalage avec ce dont je pouvais avoir. Ta manière de penser, ta manière de penser, et ta vision et ton ambition, quoi, je veux dire aussi exactement. Derrière. Et je me suis dit, et effectivement, t'es là où, à l'université, t'apprends des choses qui te servent, mais je trouve que peut-être que le côté pratique n'est pas mis assez en avant et aussi le côté réaliste. Parce que quand on dit à l'université vous allez être bien, tu te rends compte que c'est vraiment du bullshit, quoi. Ouais. Parce que quand tu sors et c'est fou, ça. on te propose des salaires pareils, puis même là, certains verraient l'épisode et me diraient quand même, t'as abusé, 2000 nets c'est pas mal. C'est rien. J'estime que c'est rien. Oui. Mais c'est rien. C'est rien, 2000 euros net alors que t'as fait un bac plus 5. Ouais, mais moi, jamais de la vie, je me lève pour prendre mon CDI. Je préfère faire autre chose et ne pas avoir de CDI que d'être à 2000 euros net alors que tu as fait un bac plus 5. Quoi. Exactement. Je veux dire, certes, et en plus, en France, on est dans quand même un système, il faut le dire, où c'est la vérité. Je pense que tu sais mieux que personne aussi. Tu as des grilles salariales. Et tes grilles salariales, elles dépendent de plusieurs critères et notamment de ton diplôme. Tout à fait. Et pour une fois que tu respectes, entre guillemets, le truc en mode je fais un petit bac plus 5, je fais un bac plus 5, je respecte le petit truc, le petit chemin, entre guillemets, parfait, et on propose 2000. C'est ça. Et ça donne pas envie, en fait. Et du coup, après, on se plaint que les gens ont plus envie de bosser, que les gens ont envie de faire leur truc, que les gens partent à l'étranger, que les gens se réorientent, que les gens font plein d'autres choses, parce que c'est pas attractif, même si pour certains, ce sera peut-être génial. Je veux dire, c'est pas non plus niveau maintenant gagner 2000 euros maintenant en 2023 2024 et gagner 2000 euros il y a 10 ans, c'est plus la même chose. Bien sûr que non. Le niveau de vie et le lifestyle que tu as avec ça, c'est pas du tout le même, quoi. Même si tu es économe, même si tu es responsable et que tu gères ton argent, etc., c'est rien. Moi je trouve que c'est rien. Exactement. Et je trouve que ça, justement, ce côté-là, c'est pas assez mis en avant. Parce qu'en France aussi, par rapport à d'autres pays, il y a vraiment un tabou autour de l'argent. Je pense que je t'apprends rien là-dessus. Clairement. C'est vraiment compliqué juste d'évoquer, parler d'argent, alors que moi, je sais pas, c'est comme parler de mes vacances. Pour moi, c'est un sujet réellement comme un autre. J'ai jamais de problème avec ça, que ce soit avec les gens qui gagnent des millions ou les gens qui gagnent... mais 100%. Je veux dire, ce n'est pas pour moi un problème. Pour moi, quand tu es à l'aise et que tu es certain de ce que tu veux faire, pour moi, c'est pas un problème. Tant que tu es aligné, je sais pas toi, mais moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que je respecterai autant la personne limite qui est SDF que la personne qui est multimillionnaire ou multimilliardaire, dans le sens où, à partir du moment où les choix que tu fais et que tu assumes qui tu es et ta situation, où tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est assumé et que c'est choisi, tu gagnes. Et puis je vois pas l'intérêt de juger une personne par rapport à son niveau d'argent. Je veux dire, tu as des personnes qui gagnent 1200 euros, 1300 euros par mois, qui ont énormément de trucs à t'apprendre et qui font énormément de choses intéressantes et qui ont une valeur de fou.
que des mecs qui gagnent, qui sont rentiers, qui en branlent pas une, et puis qui au final ça tombe du ciel et enfin voilà, je veux dire c'est une question de valeur, la question de la personne qui est derrière. Donc c'est vrai que c'est pas un critère, mais en France t'es quand même exactement. dans un secteur où tu te dis, enfin dans un pays, une localité où c'est compliqué d'aborder ces sujets-là. Complètement. Et pourtant la valeur de l'argent ou d'un portefeuille ne définit en aucun cas la valeur de la personne qui possède ce portefeuille. Donc c'est ça qui est un petit peu, je trouve, dommage de pouvoir penser ainsi, parce que comme tu l'as très bien souligné, moi oui, je peux avoir de superbes discussions avec n'importe quelle catégorie sociale, entre guillemets, d'individus. Parce que là aussi, parler de catégorie sociale, c'est vraiment typiquement français, je trouve. De vouloir tout normer et tout catégoriser. Normer, tout catégoriser. Moi, on m'a dit plein de fois, et tu vois, je pense que j'en ferai un post la semaine prochaine d'ailleurs, on m'a dit plein de fois, quand je suis allé faire cette conférence il y a 2 jours, dans un groupe de courtage, puisque j'ai fait du coup une conférence pour un groupe de courtage en assurance. Quand je suis allé faire cette conférence, on m'a dit mais vous avez un master en droit des assurances, qu'est-ce que vous faites dans la communication? Et moi je trouvais ça dommage de, entre guillemets, catégoriser un et réduire le diplôme à un truc et une seule voie possible. Exactement. Alors que le diplôme, en soi, pour moi, il est rien. Le diplôme, c'est ce que tu en fais qui est important. Parce que oui, un diplôme, ça peut servir. Ça peut réellement servir. Moi, je le vois. C'est une crédibilité pour toi. Exactement. Et puis, au-delà de crédibilité, ça m'aide surtout, vu que je veux construire pas mal de choses dans la communication assurantielle, mais dans l'assurance de manière générale, mon diplôme m'a quand même donné plein de bases théoriques qui sont importantes. Et puis l'alternance avec le côté pratique, encore plus. Mais je trouve ça dommage qu'entre guillemets, on dise t'as fait un master de droit des assurances, donc va bosser dans un siège assurantiel. Non, j'ai fait un master de droit des assurances. Il y a un panel de choses qui sont possibles. Et ce que j'ai créé, tu vois, ce qu'on a créé avec Yann, mon associé, c'est typiquement un très bon exemple. Parce que tu utilises en fait et c'est ça que je trouve moi, qui est trop fort, et c'est pour ça que je trouve ton histoire elle est incroyable, parce que en fait tu as réussi à exploiter ton diplôme et ton expertise. Exactement. Avec un truc que tu aimes réellement faire en fait. Ouais, c'est-à-dire que derrière, d'ailleurs pour moi c'est dommage qu'ils te disent, enfin je trouve ça dommage qu'ils osent te dire oui, t'as fait un master pour faire de la com. Ouais, mais je fais de la com dans quoi? Je fais de la com dans les assurances. Oui. Donc j'ai une certaine expertise et une légitimité à parler de sujets. Et je peux vous apporter aussi une expertise et à la fois un développement sur un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet, en fait, c'est un moyen qui va vous permettre de peut-être potentiellement trouver plus de clients, trouver plus de visibilité, etc., etc. Et je trouve que c'est dommage de réduire simplement ça à de la com. En fait. Et la com, tu peux mettre tout ce que tu veux derrière. Donc, bien sûr. Et puis, je veux dire, la com, c'est là que je me suis rendu compte que le secteur était malheureusement pointé du doigt, alors que la com, je veux dire, c'est l'entrepreneuriat comme plein d'autres secteurs. Et moi, c'est pour ça que je voulais utiliser mon diplôme pour faire de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que je resterai dans la com? Je pense que oui, je garderai toujours un pied dedans, même si à l'avenir, je pense pas que ce sera un business principal, mais je garderai toujours un pied dedans, puisque je suis le premier à le dire, et non pas seulement pour attirer des clients, mais parce que je le pense. Voilà, la com, aujourd'hui, développer son image de marque, son personal branding, c'est ce qui fait tout. Je veux dire, on est dans une ère de surconsommation où globalement toutes les entreprises dans un même secteur proposent les mêmes services. Donc c'est la personne qui vend ces services qui va faire toute la différence. Les gens, ils achètent plus uniquement. Moi, je trouve les gens achètent plus un logo, ils achètent plus une marque, à moins que tu sois un Nike, un Apple, un Amazon, ce que tu veux. Et maintenant, même pour moi, des PME, des choses comme ça, bien sûr que tu as quand même des petites marques, mais les gens achètent plus maintenant. En fait, les gens, avec ça, tellement d'informations, ils achètent une histoire, ils achètent une expérience, ils achètent un vécu, ils achètent la personne qu'il y a derrière. C'est ça. Sauf quand tu achètes bien sûr Apple, tu achètes Steve Jobs, tu achètes qui tu veux. Et encore, Steve Jobs, il est oublié, mais maintenant, j'ai l'impression. Mais un petit peu, et c'est dommage, mais c'est vrai que là-dessus, tu as raison. Et puis d'ailleurs, Apple, tu dis que c'est une exception, mais moi je trouve qu'au contraire, c'est un parfait exemple du personal branding. Je l'ai d'ailleurs utilisé en exemple du personal branding dans la conférence que j'ai faite il y a 2 jours. Parce qu'Apple, justement, ils ont réussi à vraiment personnaliser leurs produits et créer une image de marque. Et je trouve qu'en personal branding, Apple, c'est vraiment un géant qui a beaucoup à apprendre. Parce que typiquement, ça a fait toute la différence. Enfin, ils se sont, justement, en personnalisant leurs produits, ils ont réussi à se différencier de toute la concurrence. Je veux dire, un smartphone, c'est censé être un smartphone universel pour tout le monde. Mais non, chez Apple, c'est un iPhone. Ouais, comme pour la tablette, c'est un iPad. T'achètes pas un ordi non plus là-bas, t'achètes un MacBook. C'est vraiment la personnalisation, c'est ce qui a fait, je pense, la différence aussi. Personnalisation de la marque et le fait que il y a une citation que j'aime bien, c'est
C'était Kanye West et il y en a pas mal qui l'ont repris et Oussama Ammar notamment en a reparlé. Il disait qu'une marque réussie, c'est tellement la marque fonctionne bien et tellement la marque est réussie, bah, t'oublies en fait qui c'est le fondateur derrière. En fait, tu te rends compte, Steve Jobs, maintenant, je suis sûr, tu demandes à maintenant des gamins genre de 10 ans, je suis pas persuadé qu'ils savent tous qui c'est Steve Jobs, tu vois. Je pense qu'ils disent ça me dit quelque chose, mais de dire tout de suite bah c'est le fondateur d'Apple et de connaître l'histoire de voilà etc de qui y a derrière. Et moi j'ai lu sa biographie à Steve Jobs qui est incroyable. Elle est complètement folle, ouais. Elle est folle, mais genre le mec finalement il est décédé depuis des années, mais la marque elle fonctionne toujours autant, voire même elle explose depuis qu'il est décédé, mais la marque c'est parce qu'elle est tellement puissante que elle est restée, tu vois. C'est pour ça que les gens maintenant bien sûr qu'ils adhèrent à des marques comme ça parce que c'est des marques puissantes, mais pour des plus petits créateurs ou à une échelle ou sur une niche, les gens adhèrent, ce qui est logique. Forcément les humains ils croient les humains, enfin ils croient pas, oui un logo c'est cool, mais est-ce qu'il y a une histoire derrière, est-ce qu'il y a un vécu? Donc la com prend toute sa place. Exactement, on parle de B2B, B2C, mais c'est du H2H, toujours. Human to human. C'est pas mal ça. C'est ça, et c'est vraiment ça, je pense, l'essentiel. Moi, je suis plein de cas où des clients, enfin des futurs clients avec qui j'ai eu rendez-vous, quand je leur demandais qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rendez-vous, forcément, ils parlaient de l'expertise qui ressortait des postes, mais ils me disaient aussi, et puis même, j'aime bien le côté décalé, puis gentil assureur, je trouve ça sympa, je me suis dit pourquoi pas. Des fois, ça peut être un détail comme ça qui fait que tu décroches un rendez-vous avec un prospect et donc un potentiel client. Mais 100%. J'ai une question à te poser, Joris. J'aime bien la poser au début, mais là, on a déjà un petit peu échangé. Ouais, avec plaisir. C'est quoi justement, je sais pas, là, le dernier truc quand tu étais dans le train avant de venir ou là, et récemment, le dernier truc que tu as appris ou sur lequel tu as changé d'avis? Un truc sur lequel tu avais un avis complètement différent avant et maintenant, tu dis, ah oui, en fait, il existe une autre manière de penser ou il existe une autre manière de voir les choses. C'est une très bonne question. Moi, je dirais que vraiment, la dernière chose que j'ai apprise, c'est justement quand, juste un peu avant de lancer ma boîte, je pars de ça parce que je pense que c'est un des plus gros apprentissages récemment, c'est qu'effectivement, je pouvais aussi avoir, parce qu'on est un petit peu formaté, c'est malheureusement le lot aujourd'hui, mais je pouvais avoir cette impression que quand je voyais quelqu'un, tu vois, abandonner ses études pour faire un projet qui lui tenait vraiment à cœur, je dis pas que je ne comprenais pas, mais je ne dirais pas que je comprenais non plus. C'était une situation qui était un peu floue et tu savais pas trop comment te positionner. Je savais pas comment me positionner sur la chose, je trouvais ça... En fait, j'étais en mode, il a raison de suivre ses projets, mais il y avait quand même une part de moi qui disait, c'est dommage qu'il ait abandonné en plein milieu. Et tu vois, maintenant que j'y pense, je me dis, mais j'étais vraiment con à l'époque de réfléchir comme ça. Ouais, bien sûr. Et alors que finalement, en fait, vraiment construire ses propres projets, faire exactement ce dont on a envie, c'est ça la vie. Parce que je trouve qu'on distingue aujourd'hui trop vie personnelle et vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie pro? Et dans le perso, tu te vois comment? Vous ne comprenez pas que moi, si je fais tout ça, c'est parce que justement, je veux qu'à l'avenir, il n'y ait plus aucune frontière. Je veux pas que dans ma vie... C'est mon but de vie et c'est ce qui me mène, en fait. C'est au-delà d'être pro ou perso, c'est un projet de vie de manière générale. Exactement. Je veux pas qu'il y ait vie personnelle d'un côté, vie professionnelle de l'autre. Je veux juste qu'il y ait la vie, quoi. Ouais. Et que je la croque à pleines dents. Mais clairement. Tu te lèves le matin, t'as une entreprise qui tourne vraiment bien, ça te passionne. T'es sur cette boîte, mais t'es chez toi. T'as pas l'impression de travailler. Puis même quand tu y vas, t'as pas l'impression de travailler. Et puis après, tu rentres chez toi et puis t'as ce côté, entre guillemets, un petit peu plus perso, mais tu fais même plus la différence tellement tu kiffes absolument toutes les heures. En fait, la différence, c'est ça, et la différence, elle se fait d'elle-même, en fait. T'as pas besoin de dire, ça y est, putain, c'est 17h ou c'est 18h, faut que je coupe. Genre là, si t'as envie de couper, tu coupes, t'as envie de faire autre chose. Enfin, c'est fluide, en fait, il y a pas de... Même si des fois, bien sûr, qu'il peut y avoir des petits coups de boost ou des petits coups de stress, et bien sûr, ça, c'est des choses qui vont avec, il n'y a pas que des avantages. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de se mentir et de faire croire que c'est facile. C'est exactement. Hein. Mais le luxe de pouvoir avoir ton propre projet de vie et ton truc sans te dire faut qu'à 18h je sois parti ou à 18h j'arrête. Non, en fait. C'est ça, il y a beaucoup là-dessus de clichés sur l'entrepreneuriat, comme quoi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment choisir, embrasser la liberté. Moi, je dirais que c'est plutôt choisir quand et comment tu n'es pas libre. Je dirais que c'est plutôt ça. Je dirais que c'est une définition un peu plus exact parce que oui, forcément, moi là-dessus, j'aime bien, tu l'as vu, être perfectionniste dans ce que je fais, des fois peut-être un peu trop. Et je sais que par exemple, quand tu vois, un client va envoyer un mail sur les coups des 22h, même quand c'est un truc urgent, je sais que j'ai envie tout de suite de répondre. Ils disent, il s'attend à avoir la réponse demain, hein, puis là, bam, 22h10. Ils ont la réponse. Il y a la réponse qui est donnée avec les éléments demandés. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le service client.
Parce que j'ai vu le podcast donc, que tu as réalisé face à face, j'ai envie de dire, où tu disais que ce côté entrepreneurial, il était vraiment venu. Le podcast en solo ? Ouais, Ouais, ça. ok. Qui était vraiment venu parce que tu vois, tu t'avais vendu lors d'un stage à Decathlon en troisième. Il me semble que c'est ça que tu as évoqué. Mais moi, je dirais qu'au-delà d'être à l'aise avec la vente, c'est surtout qu'en fait, j'adorais écouter les gens et essayer de leur apporter de la valeur. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est ce que les grands entrepreneurs mettent en avant, hein. Typiquement, Alec Henry, Yomi Denzel ou Sama Hamar, par exemple, où ils disent que vraiment le service client est au cœur de tout. Promettre moins, délivrer plus, quoi. C'est ça. C'est vraiment le leitmotiv. C'est vrai que c'était ce truc de délivrer, ce que moi, enfin, je sais pas toi, mais pendant un bon moment, en fait, sur tous les réseaux sociaux, mais même sur LinkedIn d'ailleurs, et je trouve que c'est un peu le gros problème, c'est que tout est beau, tout brille, tout le monde sourit, tout le monde met des photos en train de faire ça, qu'on est en train de signer des clients à 10 000 euros, etc. Exactement. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a vraiment le service demandé, tu vois ? Et est-ce qu'il y a vraiment une vraie délivrabilité, etc. Je suppose que oui, mais de là à ce que tout le monde soit dans ce truc-là, non. Le fait de délivrer plus et promettre moins, clairement, c'est plus important. Enfin, ton produit, ton service, ce soit ultra spécifique, ce soit ultra bien fait, que ce soit vraiment dans la... Vaut mieux passer énormément de temps, surtout au début, pour que tu aies des retours. Parce que si tu fais un super marketing, mais que derrière, tu ne vends pas, bah, ton service client, il sera pourri. Et les gens feront pas forcément une bonne presse de toi. Donc après derrière ce sera encore plus compliqué, tu seras obligé de rarrondir encore les angles pour... Exactement. Ah bah oui, parce que oui, quand tu demandes forcément, nous ce qu'on fait toujours un avis client une fois que la prestation est soit délivrée à 100%, soit délivrée dans sa majorité, bah forcément hein, tu t'exposes. Hein. Tu te dis bon, il m'a dit que c'était tout beau tout rose, mais bon, quand après il peut mettre un avis, bon, il a le pouvoir, il dit ce qu'il veut. Hein. Oui, il dit ce qu'il veut et surtout moi je sais pas toi mais c'est un truc... parce que moi aussi, du coup, comme tu sais, j'ai lancé ma micro-entreprise en même temps, quasiment en même temps quand on a échangé ensemble. Et, félicitations de vive voix d'ailleurs. Bah, merci beaucoup. Et le truc qui me, je sais pas toi, mais moi qui m'obsède un peu et qui me fait stresser, mais à la fois qui m'obsède et qui me, voilà, c'est le résultat que mes clients vont voir. Est-ce que, genre dans ce que je leur ai dit, bien sûr. Et j'ai toujours cette pression, et c'est une pression qui est à la fois positive et négative, c'est est-ce qu'ils vont avoir les résultats attendus ? Sachant que je promets, je sais pas toi, mais je promets jamais un nombre de vues ou un nombre de clients qu'ils vont avoir. Non plus. Mais je dis, je fais mon maximum pour que, mais ça me stresse quand même qu'ils aient au moins, je sais pas, un client, un prospect ou un truc, tu vois, qui voit le bénéfice en fait du truc et pas juste le côté, bah, je te fais un truc tout joli, tout propre et puis t'as rien derrière, tu vois, qui rentre. Ça c'est une pression, moi je sais pas toi, mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est là et je me dis putain, enfin, faut qu'il y ait des résultats, faut que ce soit, voilà, enfin, d'essayer de maximiser le truc. Mais complètement, et c'est ça, je dirais, parce que moi, vu que j'adore ce que je fais et les projets que j'aimerais mener, je dirais qu'en fait, c'est le seul élément où je me mets la pression. Ouais, clairement. Après, t'as des fois, c'est avec forcément la comptabilité, tout ce qui est gestion interne, mais je dirais que voilà, quand il faut gérer une urgence, on gère avec Yann, je dirais que c'est pas si stressant que ça. Mais effectivement, là-dessus, oui. Enfin, moi, personnellement, oui, c'est ce qui le résultat client me stresse le plus. Parce que quand je leur dis, parce que c'est pour ça que je précise toujours bien, comme dirait Yann, s'il était là d'ailleurs, que la communication, ce n'est pas magique. C'est réellement quelque chose qui se fait sur le long terme. Tu développes une stratégie organique. Surtout une stratégie organique. Et voilà. Et surtout, il faut bien le préciser en amont, parce que quand il y en a certains, ils voient mes posts, oh ben oui, maintenant lui, il va écrire pour moi, donc je vais faire autant de vues que lui. Autant de commentaires, autant de vues. Pour moi, c'est lié à un processus. Et encore, hein, il y a des posts, notamment ces derniers jours, où les posts ont vraiment une portée qui est assez lambda par rapport à mon audience, voire des fois un petit peu en dessous. Ça dépend vraiment de... Ouais, ça te permet toujours d'apprendre, mais ça dépend vraiment de comment tu le fais. Je veux dire, on peut pas toujours dire, le but c'est de construire une image forte et de ramener des prospects, mais de là à dire, oui, chaque post va faire 10, 100 000 vues, non, c'est pas quelque chose que tu peux, pour moi, prédire, c'est pas possible. À moins d'avoir une boule de cristal, mais bon, et encore, c'est... Ouais, c'est ça. Et même là, c'est très compliqué, je pense. Même la voyante, elle aurait du mal, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser à quelque chose, là. Pourquoi, pour entrer dans le détail, pourquoi l'inbound et pas l'outbound, ou alors... qu'est-ce qui pour toi, pourquoi c'est si important et quel bénéfice justement de l'inbound marketing, si tu peux expliquer ce que c'est aussi. Bien sûr, ouais. Et expliquer le raisonnement qu'il y a derrière. Ben justement, l'inbound marketing, c'est-à-dire que justement, par du contenu que tu peux créer, ça fait gratuitement. Gratuitement, ça fait un petit peu aimant à prospect où les prospects vont venir vers toi. Tandis que l'outbound, c'est plus, tu vois, ce qui peut être lié, je sais pas, à des appels sortants, à de l'emailing, où là, c'est toi qui vas chercher les clients. Du coup, d'où cette distinction in-out. Et effectivement, je considère que l'in, c'est
plus important, puisqu'il y a forcément je vais pas dire un rapport de force qui s'installe, mais une relation un petit peu plus personnalisée, où c'est la personne qui vient à toi parce qu'elle apprécie déjà ton contenu. Pour moi, je vais pas dire que la prestation est déjà vendue, loin de là, mais je dirais que ça installe un rapport de confiance, et je trouve que sur le long terme, les clients vont être peut-être plus amenés à te laisser un avis, à te faire des retours, à revenir te voir, puisque de base ils sont venus parce qu'ils appréciaient ton contenu, plus que de l'outbound. Après, moi j'ai tendance à dire que la stratégie la plus intéressante, c'est finalement un petit peu un mix des deux, où quand des fois les clients viennent pas forcément à toi par message privé, mais qu'ils adorent tes posts et qu'ils te mettent des commentaires, où toi tu vas, j'envoie souvent un petit message de remerciement, mais bonjour X, merci beaucoup d'avoir commenté mon post, merci pour votre retour, comment allez-vous, vous, votre agence, votre cabinet, est-ce que ce sont des assureurs, ça se passe bien, etc. Et là il y a une conversation qui démarre, et après, suite à quelques messages, je propose une visioconférence et Expliquer ce que tu fais, etc. expliquer ce que je fais et potentiellement vendre la prestation, parce que souvent en R1 que je t'essaye de vendre, on peut faire R1, R2, ça dépend aussi des... Donc rendez-vous 1, rendez-vous 2. Exactement. Okay. Donc ça dépend, j'ai envie de dire vraiment de comment j'aborde la chose, comment j'aborde le client aussi, mais globalement ça se fait souvent en R1, donc c'est comme ça qu'on fait la prospection, et c'est là qu'on se rend compte que LinkedIn c'est vraiment puissant, parce que c'est vrai que forcément le fait d'avoir déjà pas mal de clients, tu vois, d'avoir un chiffre d'affaires par rapport à ceux qu'on a signés là d'environ 6-7 000 euros par mois, bon chiffre d'affaires je précise bien, mais ce qui est déjà tu vois, encourageant, on va dire. Bah pour un début, ouais, c'est même énorme d'ailleurs. Exactement, c'est ce qui va être le chiffre des prochains mois par rapport aux clients qu'on a signés tout récemment, donc c'est plutôt pas mal. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire, et on vise évidemment beaucoup, beaucoup mieux, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils me disent ouais, c'est super bien, mais c'est vrai que quand t'es dans le jus, tu remarques moins tes succès, je trouve, vu que t'es dans le jeu. Donc ouais, les petits succès, les petits voilà, succès et les petits achievements petit à petit de ce que tu fais au quotidien. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup c'est quoi le principe de ton agence et comment surtout tu as créé l'agence, et c'est quoi l'histoire un peu de tout ça justement? Oui, exactement, avec plaisir. Comme je te disais, je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire. Je dirais que le goût de l'entrepreneuriat, il m'est un petit peu venu pour la première fois vraiment quand j'avais 17 ans. Ah ouais, okay. Ouais, pour une anecdote qui est assez marrante que je vais te conter donc dans un instant, où en fait, si tu veux, je faisais du punch pour des soirées au lycée. Ok, d'accord. Voilà. Parce que voilà, mon père en fait depuis très longtemps, et puis moi j'en faisais aussi, et c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien faire, quoi. La petite recette qui va bien. La petite recette qui va bien, okay. Bar papa, tu vois, à la fin. Ah ouais, super bon. Excellent. Ouais, je te jure. Énorme l'anecdote, ok, avec le punch. Vas-y, j'ai trop hâte d'attendre la suite. Ah ouais, et puis du coup, tu vois, je l'ai fait à une soirée au lycée en fait. Ok. Et il faut savoir que moi, tout comme toi, parce que tu l'avais précisé dans ton podcast solo, j'étais en série ES aussi. Ok. Voilà, donc c'est un peu dépassé maintenant, mais voilà, bac économique et social. Ouais, bien sûr. Jeunes qui regarderont. Mais voilà, donc j'étais en série ES, et il y avait une soirée qui était faite autour de la classe, donc, puisque j'étais mon première terminale ES, c'était la même classe, il n'y avait qu'une classe de ES dans mon lycée. Et j'avais fait du punch, et il y a des gens qui avaient trouvé ça super bon, et qu'on avait parlé à une autre classe, je crois que c'était la classe de S à l'époque. Et en fait, il y a un gars qui a organisé une soirée, il me dit mais il est tellement bon, moi celui que j'achète en grande surface, il est pas très bon. Est-ce que il achetait déjà tout fait du coup? C'est ça. Est-ce que je peux te payer et tu fais mon punch? Je dis ouais, et puis du coup forcément je prends une plus-value par rapport aux ingrédients que j'ai achetés. Et j'en ai vendu un petit peu comme ça. Et c'est là que j'ai dit, c'est quand même génial. C'est incroyable, je fais un truc que je connais par cœur, que je sais faire et qui est nickel, et j'arrive à le vendre et à faire une petite gratte dessus en plus. C'est ça, exactement. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, parce que là, typiquement, c'est un truc, je sais pas, avoir de l'argent pour faire du punch, c'est quand même assez marrant quand t'es au lycée, quoi. Bah oui, parce que t'es pas forcément barman ou t'es pas forcément un restaurant ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que surtout au lycée, à cette époque-là, tu fais des soirées, ouais, c'est pas... Et du coup, t'en as fait un petit peu... J'en ai fait un petit peu, ouais, et c'est pour ça que je me rappelle que c'était toujours un truc où j'arrivais, parce que c'était vraiment la terminale, donc j'avais 18 ans vu que je suis le début d'année, donc j'avais quand même mon permis. Donc je me rappelle, j'arrivais en voiture, je sortais les bouteilles, et je disais aux gars de venir parce que je rentrais pas au lycée avec 10 litres de punch, je te doute bien. Oui, non, mais bien sûr. Donc t'arrivais vraiment genre avec ta petite voiture devant le lycée en mode yo les gars, salut, je vous donne mes bouteilles de punch. C'est ça, c'était une espèce de truc qui était assez marrant. Je l'ai pas fait non plus énormément de fois, mais c'était quand même. Oui, parce que c'est quand même sur un produit, c'est comme sur de l'alcool, donc voilà, forcément, voilà. Pas dire que c'est limite, mais bon, ça faut y rester. Mais c'était dans le cadre quand même un petit peu, voilà. Mais c'était assez marrant.
Après, je dirais que ça m'a quitté, mais ça m'est resté en tête. Du genre, je disais, surtout en soirée, mais je disais surtout, ouais, moi, si mes études, ça marche pas, je lancerai une marque, genre le Gentil Ponche, tu vois. Tu vois, typiquement. Tu sais que c'est pas impossible, hein, franchement. Ouais, écoute, On sait jamais. Hein. sait-on jamais, ouais. Mais tu vois, je disais ça, mais tu vois, donc ça me restait quand même un peu en tête. Et c'est vraiment après, justement, quand j'étais plus typiquement, quand je suis arrivé à la fac, où je voyais ce que j'apprenais et où vraiment j'aimais bien mes études, mais où typiquement un corps de métier, un secteur, je trouvais pas. Puis alors j'avais beau me creuser la tête de tous les côtés, je ne trouvais pas. Et c'est là que j'avais un pote à côté, alors finalement ça s'est pas fait, mais qui voulait faire un petit peu une appli de rencontre, mais pour organiser des soirées avec des gens que tu ne connais pas de base, qu'un petit peu sécuriser l'Uber Eats Des des soirées. Hein. soirées, quoi, un truc comme ça. Et finalement ça s'est fait. Ça a été fait par quelqu'un d'autre, mais juste émettre l'idée. Moi, je me rappelle que je me suis mis à fond dans le projet, typiquement à lui dire juridiquement tout ce qu'il faudrait faire, etc. Et c'est bon, ça a duré une semaine, hein, la comédie, entre guillemets. Mais juste le fait de se mettre à fond dans un projet, je me suis rendu compte que oui, créer de la valeur, créer quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Et du coup, quand j'étais en Master 1, parce que c'était juste à la fin de ma licence, finalement. Et après, j'ai voulu me rentrer dans le secteur de l'assurance, parce que j'aime beaucoup les cours en droit des assurances qui étaient dispensés en licence. Et je me suis dit, oui, il y aurait moyen de faire de belles choses dans l'entrepreneuriat. Tu vois, du coup, je restais dans cette idée-là après la fin de ma licence. Et en Master 1, là, j'ai lu beaucoup de livres, on va dire, de développement personnel, ou vraiment pour m'auto-convaincre que c'était possible. Puisque même si voilà, j'ai un entourage qui me soutient, comme j'aime bien le dire, soutenir n'est pas comprendre. Et moi, voilà, j'ai pas de parents entrepreneurs, de grands-parents entrepreneurs. J'étais plus justement dans ce milieu-là. Alors tout comme toi, hein, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, moi, enfin, mes parents pour un moment, je les changerais. Puis on est toujours partis en vacances. Ça a toujours été la vie d'un Français moyen, tranquille, moyen, sans exactement. gros problèmes particuliers. Exactement, deux parents, une petite sœur, quatre, et vraiment il n'y a jamais eu de soucis, mais ils n'ont jamais été dans ce mood un petit peu entrepreneuriat. On en parlait d'ailleurs l'autre jour avec mon père. Il me dit bah, c'est bien ce que tu fais, mais moi je suis pas du tout là-dedans. Hein. Moi j'aime bien les 35 heures et ce qui est notre Rentrer chez moi le soir. clinique hospitalière, forcément, rentrer D'accord. tranquille. Donc il me soutient, mais là-dessus, oui, il a du mal à comprendre que je me casse autant la tête, si je puis dire. Et donc, vu que forcément, il n'y avait pas ce milieu-là qui me poussait à l'entrepreneuriat, c'est vraiment en Master 1, dans les livres, en fait, que j'ai, et plus également, où comme je commençais vraiment à regarder des vidéos, notamment Yomi Denzel, c'était le premier que j'ai regardé, comme beaucoup, je pense. Où, C'est à peu près à quelle période justement que tu as commencé à regarder par exemple ces vidéos ou, tu vois, c'est pas si vieux que ça. Quand je suis rentré en Master 1, c'était en 2021. Ouais, donc C'est c'était il y a à peu près 2 ans quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, parce que du coup, l'histoire du punch fin de terminale, c'était donc en 2018. Là notamment où ça avait bien marché, c'était que forcément pendant qu'on passait le bac, il y avait la Coupe du Monde 2018. En plus. Voilà, on a remporté la deuxième étoile, donc il y avait pas mal de soirées qui étaient faites. D'accord. Donc c'était là où c'était plutôt marrant. Ok. Et pour le coup, c'est vraiment ouais, en Master 1 où je me disais entreprendre les assurances, ça pourrait être une idée. Et après, justement, quand je regardais les vidéos de Yomi Denzel, je suis tombé, mais un petit peu par hasard, mais complètement par hasard. C'était entre mon Master 1 et mon Master 2 sur les posts de Laurine Bemer. Ouais, clairement, ouais, je vois. Ok. Et du coup, mais qui fait donc du ghostwriting sur LinkedIn, donc écrire pour les autres. Mais moi-même, le concept même de ghostwriting, je savais même pas que ça existait, alors que ça existe depuis très longtemps. Tu Hein. t'es dit putain, mais c'est quoi ce truc, Ghost, fantôme, qu'est-ce que c'est? Bah, mais exactement. Ah ouais, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais quand je lisais son profil et qu'elle détaillait un petit peu son quotidien, parce qu'elle est très transparente. Sur ses chiffres et sur son quotidien et tout, ouais. Il y a certaines personnes qui aiment pas. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt vraiment encourageant. Bien vu, ouais, parce que ça éduque. Inspirant, ouais, et ça éduque. Moi, du coup, ça m'a éduqué en mode, bah ouais, faire un truc là-dedans, c'est possible. Et du coup, avant d'entrer en Master 2, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Et c'est là où je me suis dit, mais faire un truc là-dedans, mais spécialisé assurance, pour premier business, ça pourrait être vraiment bien. Et je commençais à écrire vraiment en décembre, janvier, mais bon, j'écrivais un post toutes les 2 semaines, hein, c'était pas régulier, mais juste, je commençais. Oui, mais t'as commencé, ouais, tu t'es dit, tiens, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais l'écrire et tout. Et après, j'ai fait la petite formation de Baptiste Piocel, un autre créateur de contenu. Ouais, bien sûr. Où voilà, la formation était accessible, c'était sur plusieurs coachings, groupés et puis individuels. Et après, de là, avec Yann, du coup, on s'est vraiment trouvé là-dedans, puisqu'on s'est connus à la fac. Comment vous êtes connus avec Yann, ouais, justement, pour arriver jusqu'à la création de l'agence? C'est ça, on était à la fac ensemble, en première année de droit. Sur les bancs de la fac, du coup. C'est ça, et on s'est connus, on était dans le même groupe de travaux dirigés. Ok, ouais, bien sûr. Les travaux dirigés, où c'est en demi-groupe.
Et voilà, où c'est des classes de 30 en gros pour les travaux dirigés. Et on s'est connus là et on s'est bien entendu parce qu'on était les seuls à parler vraiment, entre guillemets, chiffres de ce qu'on voulait faire. Les autres étaient là, non, alors moi, je fais pas ça pour l'argent, alors qu'il y a toujours une part de ça. Oui, il faut arrêter de se mentir. Et c'est même pas être mauvais, c'est parce que forcément, en 2023, que ça plaise ou non d'ailleurs. Mais les gens, ils ont besoin de quoi pour vivre? Ils ont besoin d'argent. Donc, je veux dire, c'est normal. Enfin, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. On est c'est dans une normal. société capitaliste, je veux dire, l'argent, que ça plaise ou non, il est au cœur de tout aujourd'hui. Bien sûr, on n'est plus des hommes de Cro-Magnon à chasser, à cueillir, enfin, je veux dire, ou à faire du troc. Enfin, je veux dire, l'argent, c'est un moyen pour vivre, c'est un moyen pour financer tout ce que tu veux. Je peux comprendre que ça plaise pas, mais j'adore quand il y a certaines personnes qui me disent, notamment, tu vois, ça peut être dans ma famille, on me dit, oui, mais tu sais, voilà, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ça me convient. Je préfère la santé, je préfère la famille, comme si c'était dissociatif, tu sais. Alors mais finalement, si t'as pas assez d'argent, ta santé, tu peux moins bien manger. Enfin, je pense que tu. Alors qu'aujourd'hui, avec l'inflation, typiquement, tu as plus d'argent, tu peux faire plus gaffe à ce que tu manges, tu peux, je sais pas, prendre un coach personnel, par exemple, tu peux aussi prendre plus soin de ta famille. Donc, que ça plaise ou pas, l'argent, c'est au cœur de tout aujourd'hui. Et donc, on était vraiment raccord là-dessus, pour revenir sur ma rencontre avec Yann. Et après, on s'est un petit peu perdu de vue, et on a commencé à rediscuter sur LinkedIn, notamment quand il avait mes premiers posts. Et, c'était vraiment, on va dire, forcément, parce que j'avais pas encore lancé l'entreprise, c'était plus des posts tournés entrepreneuriat, comme quoi faut oser écrire, faut oser se lancer, puisque c'était un gros pas pour moi. Moi, faut savoir qu'avant LinkedIn, je me suis jamais exposé sur un seul réseau social. J'étais plus le gars, justement, qui se préoccupait toujours de ce qu'on pensait de lui. Et là où LinkedIn, ça m'a vraiment aidé, c'est quand j'ai commencé à écrire. T'as osé t'exposer un peu et de dire, putain, ça y est, mais peut-être que mes patrons, mes collègues, ils vont voir ce qui je suis, mais j'assume, tu vois. Exactement. Et au-delà d'assumer, je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment croire que les gens font absolument attention à tous tes faits et gestes, c'était vraiment peut-être un petit peu, je vais pas dire narcissique, mais j'étais vraiment dans le faux. Parce que les gens, ils s'en foutent de ce que tu fais. Je veux dire, les premiers posts, ça les a dit. On va dire, oh, tiens, c'est marrant, on fait des petits posts. Mais après, les gens, je veux dire, ils deviennent habitués à ce que je poste tous les jours. En vrai, ils s'en foutent, quoi. Oui, et puis même au début, je veux dire, je sais pas toi, mais je le disais dans une de mes vidéos aussi. Première vidéo que j'ai postée où vraiment, parce que le post, je trouve que c'était un peu genre, tu vois, il y a des étapes, mais genre le post, c'est de l'écriture. L'écriture, au final, tu peux l'écrire par toi-même. Tu peux écrire toi-même, tu peux l'écrire faire par de l'IA, tu peux l'écrire par quelqu'un d'autre. Enfin, tu peux le faire écrire par quelqu'un d'autre. Au final, personne peut vraiment savoir si c'est toi qui l'écris ou pas, même si tu arrives quand même à reconnaître un peu le style. Et moi, le truc qui m'avait vraiment fait débloquer un peu de ce truc-là, c'est la vidéo. Le fait de me mettre face à une caméra, et je pense que même toi, tu peux nous en parler après, quand tu veux nous expliquer la création de l'agence et tout, c'est le fait de te filmer, de t'enregistrer, de te regarder déjà tout seul de ton côté avec ta vidéo et de la publier ensuite. C'est ça. Et là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mes potes, les mecs du collège, les filles du lycée, tout le monde en fait. Et là, tu vois, ta vidéo, elle fait 50 vues. Et tu te dis, bon, allez, au pire, il y a 50 personnes qui m'ont vu, ça se trouve, ils me connaissent même pas. Exactement. Et une fois que tu as compris ça, et même après, quand tu crées du contenu sur LinkedIn, ça représente plus. Enfin, c'est pas que ça représente plus. Enfin, si, ça représente plus rien pour toi en fait. Exactement. Après, tu t'en fiches plus ou moins. Moi, je me rappelle quand j'ai fait mon plus gros post qui a fait à peu près 200 000 vues et qui a eu peut-être 1200 réactions, 300 partages. Et c'était un post imagé, donc il y avait ma tête qui a circulé un peu dans le monde de l'assurance partout. Au départ, je me disais, oh là là, mais j'étais, tu vois, parce que c'était un des premiers posts, j'étais même pas, on va dire, enjoué. Et au final, je me disais, après, c'est ça que je recherche, avoir de la visibilité, mais pas pour être visible, mais pour aller chercher des clients. Et puis, ça fait partie du jeu. Et puis, effectivement, après, les gens, ils voient le post. Et puis, j'ai eu des réactions plutôt positives. Et donc, oui, je trouve qu'on accorde peut-être trop d'importance à ce que les gens pensent de nous. Je veux dire, au bout d'un moment, on n'a qu'une seule vie. Elle est faite pour faire exactement ce que l'on souhaite faire. C'est rien de se dire. Et s'attarder sur ça reste que des petits points de détail. Mais des détails, oui. Mais je peux comprendre. Et moi, il y a un truc, je sais pas toi, mais un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est pas que j'ai du mal à comprendre, mais maintenant que j'ai un peu, comme toi, cassé ce plafond de verre, les gens qui me disent, j'ai du mal à me voir en vidéo, tu vois, par exemple, pour voir en photo. En fait, pour moi, t'es qui tu es, les gens ils adhèrent pour qui t'es ou ils adhèrent pas, mais exactement. Je veux dire, t'es pas content ou t'aimes pas, tu likes pas ou tu vas pas t'attarder dessus, tu vois. Genre les gens ils t'aiment pour qui tu es, ils t'aiment pour ce que t'es, ils t'apprécient. C'est pour ça que moi c'est un truc maintenant j'ai vraiment du mal à comprendre, de me dire j'ai peur de montrer en vidéo, etc. Je peux comprendre que tu sois timide, je peux comprendre que voilà. Exactement. C'est un truc, c'est un gros truc, je me dis putain, mais je comprends pas. J'ai du mal à, pas dans le sens négatif, mais vraiment dans le sens incompréhension. Mais c'est clair. T'as qu'une vie, les gens, pire. Puis t'es personne, t'es pas le pape, t'es pas la reine d'Angleterre, t'es pas, voilà. Et puis en plus, quand justement on fait une vidéo, qu'on la tourne, on a souvent une opinion de soi-même qui est beaucoup plus sévère que ce que les gens vont penser. Et tellement, on est 10 fois plus sévère avec soi-même qu'avec les gens. Parce que moi, les premières vidéos, je disais, ouh là là, c'est pas terrible, j'aurais pu être un peu plus enjoué, on dirait que je suis un peu coincé quand j'avance. Et il y a plein de gens qui m'ont dit,
putain, super et tout, en plus, les marches en même temps, c'est pas mal, c'est fluide, etc. Il arrive à parler à marcher en même temps, il C'est parle. ça. Et puis moi, j'étais là avant et tout, j'étais plus agréablement surpris, mais j'étais là, ouais, pour moi, c'est pas ouf. Moi, on fera mieux après, tu vois, c'était les premières, etc. Bien sûr. Mais voilà, pour en revenir en tous les cas sur la création, donc après, avec Yann, on s'est posé vraiment beaucoup de questions. On s'est dit, bon, on n'a qu'à débuter par agence LinkedIn Assurance, me dire, bah ouais, carrément. Et Yann avait une expertise, du coup, vraiment qui était beaucoup plus juridique. D'accord. Moi, je faisais droit des assurances, lui, c'était plus droit des affaires, droit des entreprises en difficulté, parce qu'il a bossé dans un cabinet d'avocats. D'accord. Donc, rédiger des statuts de société. Il avait l'habitude avec ses confrères, c'est pas son avocat il n'est pas avocat, mais il était, on va dire, assistant administratif, si je veux dire, assistant juridique plutôt. Et du coup, c'est vrai qu'il traitait beaucoup d'affaires de ce genre. Et donc, il m'a dit, ben, on va faire des économies de fou, on va écrire nos propres statuts. J'ai dit, ah ouais. Et effectivement, ça a été le travail de quand même quelques semaines. Mais c'est vrai que les statuts, après, on les a fait vérifier notamment par un avocat qui travaillait dans le cabinet où Yann a travaillé. Et puis, bah, ouais, c'est super, c'est fluide. On a même fait un pacte d'associés pour te dire, on a fait vraiment tout ça Ah, vous avez réussi à faire vous-même vos propres statuts et tout. Exactement. Du coup, ça fait qu'il n'y avait vraiment aucun frais au départ. Donc, c'est-à-dire que vous avez lancé la boîte au février, en fait, vous n'avez pas payé tous les frais de... Rien. Les seuls frais qu'on a eu... Vous avez déboursé quoi, du coup, pour créer? C'est les seuls frais qu'on a eu, c'est aller peut-être 5 euros par mois pour la mise en place de la messagerie Outlook. Ah, d'accord. Pareil pour la création ouais. du site. Et après, ça a été le dépôt du capital social. Mais c'est vu qu'on avait déjà une potentielle première cliente avant même de créer la société. Donc en gros, tu aurais pu utiliser cet argent-là pour faire l'objet de capital social. Exactement. Du coup, capital social, on s'est dit, on va pas mettre beaucoup, on a déjà l'argent qui va rentrer le premier mois. Qui va rentrer, ouais. On a déposé 300 euros, 150 euros chacun. Autant dire que ça nous a pas... Ah ouais. Vu qu'on a associé 50-50, c'est tout. Mais c'est vraiment tout au départ. Donc la création, c'est vraiment genre ultra simple, ça s'est très bien passé. Alors certes, vous avez eu le côté un petit peu, l'avantage que vous avez eu par rapport à peut-être beaucoup d'autres entreprises, c'est le fait d'avoir rédigé vos propres statuts. Vous avez économisé énormément d'argent, mais derrière, même avec ça, vous n'avez rien payé de plus. Donc créer une agence, créer une SAS, du coup c'est ça? C'est ça, en SAS. En SAS, bien sûr, ouais. Bah, c'est pas ultra compliqué et il n'y a pas autant de barrières à l'entrée que ce que les gens pensent. Et là-dessus, j'ai beaucoup de retours des fois de clients qui sont juste dans le conseil quand ils nous posent des questions plus personnelles, puisque nous, on aime bien avoir nos rapports avec nos clients. Une cliente pour laquelle on a tourné des prestations vidéo, on a été déjeuner avec ensuite. Et c'est vrai que beaucoup peuvent poser des questions, mais le choix de la SAS, peut-être pas un choix très cohérent. Je dis, on est dans le juridique, on sait tous les inconvénients de la SAS, donc on l'a volontairement choisi. Parce que bon, forcément, quand tu es en SAS, tu payes beaucoup plus de cotisations sociales quand tu te verses un salaire. Et puis, alors contrairement à la SRL, tu es obligé de payer tous les mois, même quand tu ne te verses pas de salaire, mais tu payes beaucoup moins. Ça peut être 82% de cotisation sociale quand tu te verses un salaire. Donc, je sais pas, tu te verses 700, t'en distribues 600 à la chère administration fiscale. Française, ouais. Putain. Voilà, donc effectivement, mais on savait qu'au départ, c'est-à-dire ça prendrait du temps. Ça, c'est dit. Voilà, c'est dit. On savait que ça prendrait du temps, donc on s'est dit, autant partir directement en SAS, et même si ça prend du temps pour se payer, on peut tout de même utiliser l'argent qu'on a en société pour pas mal de frais professionnels. Mais bien sûr, c'est le but aussi. On part directement là-dessus, et c'est ce qu'on a fait, et au final, on ne regrette pas, même si forcément, si on était en freelance, on pourrait déjà largement bien se payer. On s'est dit, c'est vraiment, je pense, important de créer directement l'entité juridique par rapport à tout ce qu'on voulait en faire. Et puis on s'est dit, même dans le pire des cas, ce sera un premier business, puisqu'avec Yann, on a beaucoup d'autres idées, et c'est vrai que on a hâte de pouvoir mettre tout ça en place. Et puis même là, pour ce premier business, ça prend vraiment énormément forme, avec donc des groupes qu'on a signés. Et là, je parle de groupes d'assurance, que ce soit pour des postes ou pour des conférences. Et du coup, c'est ce que vous faites à la base, votre activité, vous créez votre activité, l'activité principale de l'agence, c'est quoi du coup concrètement? Mais de base, c'était vraiment des publications LinkedIn, la stratégie de communication LinkedIn. Là, c'est vrai que ça, je vais pas dire que ça a un peu dévié. On s'est rendu compte que la vidéo, il y a vraiment de l'avenir. Donc en fait, on propose deux types de prestations. La création de stratégies de communication LinkedIn avec un certain nombre de posts par mois, puis un suivi hebdomadaire, et aussi la création de prestations vidéo. À côté, pour donc spécialiser assurance, où on a eu notre première cliente du coup, il y a peu. Je me suis rendu à Paris là, le 12 octobre pour la conférence, parce que oui, on tourne cette vidéo le 14, et le 9 octobre, je suis également allé à Paris pour la cliente en question pour les prestations vidéo. Je n'avais pas eu Paris depuis 2012, là en 2 semaines, Paris-Montparnasse, je commence à connaître. Mais
Et du coup, c'est ce qui fait qu'on est resté sur ces deux types de prestations. Mais entre-temps, pour les sièges d'assurance, c'est qu'on a signé des postes et des conférences, ça pourrait être intéressant. Je me suis dit, mais oui, il y a vraiment un truc à faire. Donc même si c'est pas une prestation officielle et visible sur notre site, là, on a signé 3 groupes d'assurance et pour les 2 groupes sur 3, Avec ce des format. conférences. Ouais, ok. Et eux, pourquoi du coup ils veulent des conférences en fait dans ces domaines-là et c'est quoi leur motivation justement à faire appel à toi et à Yann pour. Le but, justement, c'est vraiment de sensibiliser leurs salariés, où ils se rendent compte que LinkedIn, c'est un puissant levier, non pas seulement de prospection, et puis c'est le cas, mais aussi D'image. ouais, et puis de stratégie de recrutement, tout simplement. Parce que LinkedIn, réseau social professionnel, hein, de base, c'est vrai qu'on a tendance à un peu l'oublier aujourd'hui, vu que ça se démocratise énormément, mais c'est vrai que de base, c'est ça. Et justement, créer des posts personnalisés, créer son image de marque pour recruter plus facilement. Ouais, il y a le branding de l'entreprise en fait. Exactement, c'est un vrai atout. D'accord. Et maintenant, c'est vrai que les sièges assurantiels avec lesquels j'ai échangé ont vraiment eu envie de sensibiliser leurs salariés à cette utilisation. Et quand ils ont vu que j'avais finalement cette expertise, qu'on avait avec Yann, cette expertise à la fois LinkedIn et aussi assurance, ils se sont tournés logiquement vers nous. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette spécialisation, parce que forcément, c'est un domaine au-delà qui me tiennent à cœur, c'est que surtout beaucoup d'assureurs qui peuvent prendre, même si beaucoup ne sont pas là-dedans malheureusement, mais qui peuvent prendre une agence de communication, le défaut principal, c'est qu'il va falloir par contre briefer l'agence de communication sur tout ce qu'il y a, tous les éléments techniques du métier, sur quoi on peut communiquer, sur quoi on peut pas, alors que nous, on est déjà conscients de tout ça. Les agences en plus, je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai un avis très, très tranché dessus. J'ai l'impression qu'il y a. Et j'en ai déjà parlé avec mes patrons dans la boîte où je bosse aussi en alternance. Ouais. Les agences, ils font beaucoup de beaux, mais pas d'efficaces. Dans le sens où les agences de com, pour moi, t'en as beaucoup, c'est de la poudre aux yeux un petit peu, on va dire, avec des tarifs qui sont assez exorbitants, pour au final très peu de résultats et très peu d'efficacité sur la valeur qui est censée être apportée à la création de contenu, au type de. Enfin, dans le détail, etc. Exactement. Et où en fait, oui, on va faire quelque chose de joli, on va faire des super photos, on va faire des trucs, bien sûr que c'est important, mais il faut aussi que ça fonctionne derrière, il faut que ça convertisse, il faut qu'il y ait un résultat, il faut qu'il y ait des trucs. Tout à fait. Et c'est pour ça que le fait de bien les briefer, etc., c'est. Je pense que c'est l'essentiel parce que sur les agences de com, on remarque, je trouve qu'il y a les deux extrêmes finalement. Et moi, je préfère vraiment briefer le client pour lui dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et des fois, il n'aura même pas conscience, surtout d'une agence d'assurance, que le client vient de LinkedIn, pardon. Mais effectivement, des fois, le client, ça m'est arrivé pour une cliente où la personne, j'ai vu vos posts LinkedIn, j'ai trouvé ça sympa, le dit explicitement, mais c'est pas toujours le cas. Et effectivement, vraiment leur dire que LinkedIn, c'est difficilement mesurable, que ça va apporter des résultats sur le long terme, c'est certain, avec une bonne stratégie, mais que c'est sur le long terme, que ça va pas arriver en un post. Et je trouve que des fois, oui, les agences, certaines agences du moins, mettent trop facilement en avant le fait qu'ils vont avoir des résultats quasiment instantanés, rapidement, extrêmement de manière instantanée comme tu le dis, alors que non, c'est pas forcément le cas. Ça peut sur certains posts, mais pour créer justement une audience, une communauté, c'est quelque chose qui prend du temps. Ou sinon, tu utilises Facebook Ads, Google Ads où tu payes cher, mais avec des publicités, tu es plus visible facilement. Mais là, c'est de la visibilité. C'est ça. Tu fais toi ou tu fais délégué, mais c'est-à-dire que de base, c'est vraiment une visibilité long terme pour acquérir une 100%. communauté. Donc c'est sur le long terme que ça se fait. En fait, c'est que c'est une exponentielle, la courbe, c'est pas une courbe croissante où tu vas avoir comme un graphique, je sais pas, quand tu regardes les graphiques de la bourse par exemple, où ça fait d'un coup, tu as peut-être des fois des hausses, après tu as des baisses, où ça fait comme ça. Là, c'est un petit peu tous les jours comme ça, mais au bout de 4, 5, 6 mois, genre ça fait comme ça parce que tous les posts et tout ce que tu auras fait avant, les gens ils ont été habitués à te voir et t'en as un qui va peut-être plus fonctionner que les autres, certes, ça va te mettre un gros boost, t'en as encore un autre qui va faire ça et au bout d'un certain temps, ça devient une exponentielle et t'as un truc, t'as un système qui commence à tourner entre guillemets tout seul, même si tu publies toujours, même si tu crées du contenu, mais les gens sont habitués, du coup l'algorithme aussi te récompense un petit peu d'une certaine manière. Exactement. Et là, ça fait une exponentielle. Et oui, les moindres choses après que tu peux faire sur d'autres réseaux sociaux ou sur des choses comme ça seront plus facilement mises en avant que si tu postes pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois à fond, et après que tu t'arrêtes, quoi. Enfin, je veux dire, ça crée pas justement cette exponentielle. C'est ça. C'est le principe de la stratégie organique, c'est ça. Complètement. C'est la régularité, la constance. Je dirais que la quantité est extrêmement importante. On a mis en avant tout à l'heure la qualité, mais sur LinkedIn, la quantité. Proposer la quantité, écrire toujours. C'est vraiment au bout d'un moment ce qui fait que ça fonctionne, ce qui fait qu'un post, des fois que tu as publié il y a 6 mois, tu le repostes aujourd'hui. Ça m'arrive de faire ça, où effectivement, le post, alors qu'il y a 6 mois, il n'avait pas spécialement fonctionné. Là, il a un tout autre impact. Il a un impact complètement différent. Donc c'est là que ça se voit que c'est vraiment le fait de fidéliser une communauté sur un long terme. Je pense que c'est aussi essentiel dans les assurances.
Parce que les assureurs, ils ont peut-être pour certains du mal à l'avouer, mais ils souffrent d'une mauvaise image. Je veux dire, c'est un fait. Tu es dans un bar, tu te dis, tu recroises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais depuis le temps? Je suis Assureur. assureur. Tu sais que même moi, j'ai du mal à comprendre. C'est un truc qui est super flou. Parce que l'assurance, tu te dis, bah, en fait tu payes, mais le gros cliché, quoi. Tu payes, mais en fait, si t'arrives jamais à rien, bah, en fait, tu payes pour rien, quoi. Exactement. Bah, c'est en partie pour ça que finalement, elle a un petit peu mauvaise réputation. C'est que l'assurance obéit à un cycle de production qui est inversé, contrairement à tout autre type de prestation. Tu vas dans un tabac, tu payes, le paquet de cigarettes t'est donné en échange de ce que tu as payé. L'assurance, c'est que tu payes pour la réalisation d'un risque qui arrivera probablement ensuite. Et là encore, probablement. C'est pour t'assurer face finalement à l'imprévu, à l'arrivée d'un risque aléatoire qui est donc prévu contractuellement. Mais effectivement, tu n'as aucune certitude sur le fait que le sinistre, le risque, va se réaliser. Tu payes finalement Clairement. pour être certain que si jamais il arrive, tu sois protégé. Mais effectivement, c'est pour ça qu'il y a cette illusion un petit peu qu'on paye pour rien, alors que pas du tout finalement, puisque l'assurance, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Depuis qu'on a eu notamment la révolution industrielle, je veux dire, le risque, il est partout. Il est partout. Typiquement, là, tu vois, dans un studio, je veux dire, un projecteur peut me tomber sur la tête. C'est tu vois, typiquement, la responsabilité civile du studio qui pourrait jouer et mon côté défense, recours, Bien qui sûr. jouerait en ma faveur, puisque je suis assuré naturellement pour ça. Et parce que voilà, elle est présente partout, il y a des risques absolument partout. J'allais prendre l'exemple du risque auto, mais bon, étant donné qu'on est à Paris, je pense que tu vois de quoi je parle, c'est assez logique. Et effectivement, le fait de payer une prestation d'assurance, il y a un pourcentage de la prestation, et parce qu'on a tendance à dire que l'assureur, c'est celui qui s'enrichit sans cesse, mais il y a un pourcentage de cette prestation qui est prévu pour les fonds d'indemnisation. Les fonds d'indemnisation, tu vois, c'est justement pour indemniser les victimes d'un accident, si jamais le responsable de l'accident n'avait pas d'assurance et ou n'était pas solvable, pour D'accord. pouvoir justement indemniser la personne. Donc il y a vraiment tout un écosystème qui a été créé, écosystème qui est encore, je trouve, beaucoup plus réglementé depuis la crise financière de 2008. Parce Bien que sûr. si les assureurs ont mauvaise réputation, c'est qu'avant, vu qu'il y avait beaucoup moins de réglementation, il y avait certains indépendants qui faisaient un petit peu à leur sauce. Je dis pas qu'ils avaient tort, puisque forcément il n'y avait pas de réglementation. Donc oui, Ils ont profité un peu de. des fois oui, dire oui, vous n'avez pas de franchise, franchise reste à charge quant à un sinistre, mais qui le mettait vraiment en tout petit dans le contrat qui était signé par le client. Et voilà, ce qui est pas vraiment réglo, et ce qui a forcément concouru à la mauvaise réputation de l'assurance. Mais aujourd'hui, je veux dire, avec le devoir de conseil de l'assureur, tout ce qui est par exemple lié à l'impact à l'impact que ça va avoir sur l'assuré, au montant de la franchise, bref, tous les risques du contrat, ça doit être précisé en gras, en caractère très apparent. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une réglementation qui fait que l'assureur, parmi d'autres prestataires, c'est peut-être celui qui est le plus réglo. Pourquoi? Parce que même quand on n'est pas satisfait de son assureur, il a fait que respecter le contrat que la personne a bien signé, où elle a bien vu apparaître les caractères en gras, ce qui était précisé. Donc selon moi, le problème vient surtout du fait que le devoir de conseil, c'est quelque chose qui se délivre en plus du contrat. Donc vraiment repréciser s'il y a des clauses qui ont Pas été. mal interprétées, mal comprises. Et je trouve que c'est peut-être ce qui fait défaut aujourd'hui. Et c'est pour ça que les assureurs, de manière générale, même pour leur communication, ont du mal à se lancer dans le digital. Parce ils souffrent en fait de cette réputation-là et j'ai l'impression qu'après, peut-être que je me trompe, mais les gens en fait, ils savent qu'ils en ont besoin des assureurs et souscrire à des produits d'assurance pour se garantir justement, se couvrir de ces potentiels risques qui sont partout. Mais ils ont cette image où l'assureur en gros prend leur argent, ils ne le reverront jamais. Où quand ils auront besoin d'eux, ils diront que ne sera pas compétent. Mais est-ce que aussi genre, les gens font l'effort, quand ils vont souscrire aux produits d'assurance, de demander des détails, de s'intéresser, et que l'assureur... Et c'est pour ça que peut-être que les assureurs, oui, certes, de leur côté, c'est peut-être pas forcément le truc le plus fun, etc. Mais est-ce que les gens font l'effort aussi derrière d'essayer de s'intéresser réellement à ce qu'il y a dans leur contrat, tu vois? C'est aussi là le problème, pas du tout. Les gens, l'assurance, comme on l'a évoqué, et parce qu'il y a un cycle de production aussi qui est inversé, l'assurance, c'est vraiment une tare, quoi. C'est quelque chose, parce que la plupart des assurances, responsabilité civile, donc les dommages que tu peux causer à autrui, sont obligatoires en France. Responsabilité civile automobile qui est obligatoire. Pareil pour la responsabilité civile locative, quand on est locataire. Et ça, c'est vraiment
quelque chose qui est, on va dire, détesté par les gens. Ils le font parce qu'il faut le faire, donc non, ils ne demandent pas de détails. Ouais, allez, prenez mon argent, je signe, et puis voilà, ils sont contents, c'est obligatoire, j'ai souscrite, Ouais, on n'en clairement. parle plus. Mais je pense que c'est aussi le rôle de l'assureur de pousser à l'éducation de la clientèle, chose qui n'est pas du tout mise en avant aujourd'hui. Et je trouve que ce serait vraiment des aspects à réellement repréciser. Et justement pour délivrer parfaitement le devoir de conseil. Parce que quand tu es agréable, la personne discute plus facilement avec toi. Et là, tu vas être en mesure de lui délivrer la prestation. Et si tu lui dis, bah, est-ce que vous avez bien compris cette clause-là? Et non, je l'ai vu quand j'étais en alternance, typiquement, au départ, il disait, oui, oui, vous avez compris que ça, donc c'était ça. Ah oui, d'accord. Ah ben, pas trop. Alors, et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses qui n'ont pas été saisies. Et quand tu en reparles avec plus de précision, là, il y a plein de questions qui se posent. Parce qu'il y a toujours des questions. Parce que l'assurance, c'est surtout depuis la réglementation d'après 2008, c'est quelque chose de très très technique. Tout à fait. Du coup, je pense le truc qui est assez sympa et qui est assez unique que vous faites avec Yann, c'est que justement, vous avez une vraie place à prendre sur le marché, aussi bien des assurances et même de la communication, du coup, enfin, de ce mix, en fait, ces deux domaines-là. Pour vraiment je trouve qu'il y a vraiment un gros truc à faire pour se positionner en tant qu'expert sur le domaine et pour redonner une nouvelle image et redonner un nouveau sens à tout ça. Et je pense que les assureurs en ont besoin. Et Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, je connais personne pour l'instant sur les réseaux sociaux qui fait ce que vous faites. Et il y a une vraie place à prendre. Et je pense que ça peut donner beaucoup d'inspiration à d'autres sujets et d'autres secteurs qui sont similaires aux assurances, qui souffrent un peu d'une image un peu vieillotte, même au niveau des banques, au niveau complètement. de plein de Là, il y choses. aurait énormément de choses à faire. Puis d'ailleurs, moi, j'ai eu plein de retours des fois d'assureurs en message privé qui ne sont pas devenus forcément des clients, mais qui me disaient typiquement, bon, moi, j'aime pas publier sur LinkedIn, mais je republie vos posts sur ma page parce qu'ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment frais, un petit peu décalés parfois aussi. Et c'est vraiment, on se rend compte ce qui plaît, le fait de pouvoir justement communiquer de manière transparente. Et je pense que l'assurance, justement, c'est un secteur qui a besoin de transparence. On a l'impression aujourd'hui que c'est obscur. Et non, moi, j'adore quand j'étais en alternance. Et typiquement, je resterai aussi dans le secteur de l'assurance, mais cette fois du côté entrepreneuriat à l'avenir. J'adorerais quand j'étais en alternance et j'adorerais que mes clients, à chaque fois qu'ils ressortent, ils aient tout compris, qu'ils soient aussi experts que moi sur le contrat qu'ils viennent de signer. Et qui se disent ah ouais, cette clause là ça veut dire que s'il se passe ça il y a ça, Exactement. que dans tel cas de figure ce sera plutôt comme ça, et qu'ils soient pas Exactement. l'air de dire le jour où ils ont besoin ah bah j'avais pas vu les petites lignes, ou le fameux toujours la petite explication ah bah Exactement. oui les petites lignes là qu'est-ce que ça veut dire. Bah non, parce qu'il les aura lu, il saura, il sait ce que c'est. Et là surtout c'est en caractère très apparent maintenant, et même quand tu expliques après, et puis aussi les prévenir sur des fois ce qu'ils surestiment un peu. Ah oui, donc là j'aurais ça. Non, attention, là c'est un pourcentage qui vous est donné. C'est pas la totalité, c'est pas un montant, on ça donne dépend directement. aussi du sinistre. Ou alors leur dire typiquement, le meilleur exemple pour les personnes, tu vois, les particuliers qui venaient, c'était pour les contrats garantis accident de la vie. Donc, D'accord. où tu t'assures simplement pour les accidents de la vie qui peuvent survenir. Typiquement, l'exemple le plus connu, c'est dans ta maison et tu chutes dans les escaliers, tu te casses une jambe, quoi, ou ce genre d'exemple où les gens me disaient ah oui, donc là j'aurai tant de capital à partir du moment où je vais à l'hôpital. Je dis non, je dis c'est à partir de 5% d'AIPP, donc atteinte à l'intégrité physique et psychique, donc d'invalidité en gros. Ok. C'est à partir de 5% d'invalidité. Et ça c'est évidemment calculé par un médecin expert. Oui, et tout est. Voilà. Oui, c'est pas non plus, c'est pas simplifier les choses non plus. Tu vois, là aussi sur finalement un petit peu les défauts des contrats, vraiment alerter les gens. Ou parce qu'ils me disaient ah oui mais 5% après ça va, 5% c'est pas grand chose, en gros vous cassez le dos, vous êtes à 5%. Je dis non, on avait une cliente qui était un petit peu bloquée du dos, donc avait juste du mal à se mouvoir au niveau de son dos, elle était à 4,5, elle était même pas à 5%. Je dis, ah oui, oui, vous voyez, c'est vraiment des invalidités conséquentes pour lesquelles le contrat va intervenir. Mais c'est pas Tu te casses le petit doigt et t'as une grosse indemnité. Oui, non, ça se marche pas comme ça. Ouais. Vraiment alerter les gens là-dessus, ça me paraît aussi essentiel. J'ai parmi les dernières questions, tu dirais quoi à quelqu'un, pour reprendre plus le côté entrepreneuriat, LinkedIn et un peu ton histoire, tu dirais quoi à quelqu'un qui est à peu près dans nos âges, ou qui vient d'avoir 18-20 ans et qui ose pas se lancer et qui a une idée et qui sait pas trop quoi faire? Tu lui donnerais quoi, genre les trois conseils qui, toi, ou les trois apprentissages que tu as eu, et pour lui faire gagner du temps, ce serait quoi? Alors, ce que je lui dirais, c'est déjà d'énormément se renseigner en amont sur vraiment l'idée finalement, c'est l'idée pour laquelle, j'ai envie de dire, l'idée qu'il veut faire vivre. Vraiment se renseigner parce que ouais, on obscurcit un petit peu ce côté-là, mais juridiquement, c'est hyper important de se renseigner en amont pour avoir toutes les cartes en main, et puis même ne pas hésiter à contacter des experts en amont. Bon, ça, c'était pour le conseil un petit peu plus chiant. Mais sinon, vraiment, je dirais tout simplement de foncer.
Parce que pour moi, à partir du moment où on y va, même si ça ne fonctionne pas, tu tentes autre chose parmi les idées que tu as. À partir du moment où tu t'acharnes, l'échec, ça n'existe pas. Et l'échec, c'est le meilleur apprentissage. Si encore tu considères qu'un projet que tu as osé lancer et qui n'a pas rapporté ce que tu escomptais, si tu considères que c'est un échec. Moi, je dirais plutôt que c'est un apprentissage dans le long marathon de l'entrepreneuriat que tu as démarré. Et je lui dirais que oui, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu continues d'y croire, l'échec, c'est quelque chose qu'on se met dans la tête, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi. Je sais pas toi, mais le truc qui me fait marrer un peu, c'est que je sais pas toi, mais depuis que à partir du moment où tu te lances vraiment, où tu mets un pied dedans et que tu commences, genre moi je sais pas, mais avoir ton premier virement de ton premier client et tout, l'histoire du câble qui se mange dans la tête, ça l'est vraiment là. En fait, et après je me dis, peu importe l'idée en fait, bon bien sûr, pas non plus faire tout et n'importe quoi, mais t'as toujours ton cerveau qui mouline et qui a toujours un temps d'avance de se dire ok, même si je fais ça ou si je fais pas ça, qu'est-ce que je pourrais faire après. T'es toujours dans le coup d'après et dans l'avancée du truc. T'es pas justement dans je reste à ma place, je vois ce qu'il fait, je regarde ce qui bouge autour de moi. Toi t'es dans l'action et t'es dans ce truc de t'as toujours envie d'avancer, de voir plus et d'aller de l'avant pour c'est clair. Je dirais qu'au-delà même de modifier quelques habitudes, ça change énormément de choses dans ton système de pensée. Clairement. C'est assez impressionnant et on le voit parce que moi, forcément, hein, quand j'ai débuté, après, ils savaient, quoi qu'il arrive, mes parents, finalement, ils m'ont soutenu, mais ils étaient aussi un peu rassurés, puisqu'ils étaient de toute manière, il a un bac+5, il faut aussi se lancer dans les assurances, il n'aura pas de soucis. Donc, c'est ce qui les rassurait un peu. Mais t'entendais quand même toujours des choses, oui, mais se lancer maintenant, mais t'es sûr, enfin, si c'était aussi facile, ça se saurait, etc. T'as toutes ces pensées négatives, ces croyances limitantes, et à partir du moment où tu signes ton premier contrat et que tu as le premier virement, c'est impressionnant, je me vois encore regarder mon téléphone pour du premier virement. pareil. Ces croyances limitantes, elles volent en éclats. Ah mais pareil. Elles volent en éclats. Et je me suis dit ah ouais, c'est moi ça. Genre tu te dis c'est moi. Genre ça vient de moi. Genre ça vient pas de quelqu'un d'autre. Pour une prestation, pour un service que j'ai créé de A à Z et que j'ai vendu et où la personne était satisfaite. Et là, ben ouais, toutes les croyances limitantes pètent. Et là, tous les parcours, tu voyais sur internet, typiquement Yomi Denzel ou Samamar, où tu disais c'est beau, c'est magnifique, sans trop te mettre à leur place. Là, tu te vois à leur place. Là, tu te dis que c'est possible. Avec du travail et évidemment. Tu dis que tu le fais une fois, tu gagnes ça. Tu dis que tu le fais 2 fois, tu gagnes 2 fois ça. Et ainsi de suite. C'est super bête, mais il y a pas de. Ouais, c'est ça, parce qu'à partir du moment où finalement tu l'as fait une fois, tu te dis, oui, ça, si je le fais 20 fois, tu te dis, oui, je peux en vivre. Et si après j'arrive à pérenniser, je prends les employés et que je multiplie, tu peux faire de grandes choses. Tellement, et en partant de rien et. Rien au départ. Et moi, le troisième truc que je rajouterais, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on est assez d'accord de ce point de vue-là. J'ai un truc que j'ai une croyance limitante que j'avais avant, c'est que pour moi, tous ceux qui faisaient des trucs comme ça, ils étaient trop intelligents ou ils avaient trop un truc en plus. Mais en fait, c'est ultra simple. Genre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'astuce particulière. Bien sûr que tu as des petits raccourcis, mais d'un point de vue purement logistique, je sais pas, genre pour gérer tes factures, pour gérer ton compte bancaire, surtout que maintenant on a pas mal de logiciels qui existent et tout. Mais au-delà de ça, genre l'idée principale et le fait de générer de l'argent, t'as pas genre un système particulier à connaître, etc. Enfin, c'est juste tu fais en fait. Enfin, t'essayes, tu testes. Enfin, il y a rien de. C'est tout le temps un apprentissage qui est permanent. En fait, tu le fais. Enfin, en fait, tu te poses pas de questions. Genre, fais-le, c'est simple. Il y a pas de. S'il y a des gens qui le font, et il y a des gens que moi je connais et même que quand tu les vois, quand tu les entends parler des fois, tu dis ok, c'est cool, ils disent des trucs intéressants, mais c'est pas non plus des lumières. C'est pas des philosophes, c'est pas des. Exactement. Et tu dis, mais si eux ils le font alors qu'ils sont pas non plus plus intelligents que moi, ou entre guillemets, t'as pas l'impression qu'ils sont plus intelligents, bah pourquoi pas moi en fait. Et ça, c'est effectivement, tu soulignes là un très bon point, parce que moi je l'ai souvent entendu. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été, même si finalement c'est pas ce qui m'attirait le plus, j'ai toujours été scolairement très bon. Ouais. Dans les premiers, peu importe la classe. Et donc forcément, j'étais entre guillemets parce que là aussi, je trouve que c'est là encore la bêtise à la française de catégoriser les personnes qui réussissent à l'école comme personnes intelligentes, alors que je m'estime pas particulièrement intelligent. Et justement, j'entendais beaucoup ça, oui, mais voilà, il a toujours eu des bonnes notes, et puis là, il se lance là-dedans et ça marche parce qu'il est intelligent. Et le pire, c'est que les gens, quand je leur dis que non, ils prennent ça pour l'humilité, ils disent ouais, mais tu dis ça parce que t'es. Je dis non, vous vous rendez pas compte que ce que je fais, vous aussi, vous pouvez le faire. Et puis là, il me dit souvent, c'est quoi le secret? Je dis, mais il n'y en a pas. Ou alors, il y en a à la limite 3, organisation, discipline, et vraiment, justement, action. Action, rigueur. Action, fais-le. Mais c'est tout, quoi. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hack secret, de mystère et tout. Et surtout maintenant, contrairement, il y a
tu vois, je sais pas, genre il y a 20 ans, même bien avant, tu vois, la génération de nos parents qui avaient dans nos âges, il n'y avait pas internet, tu n'avais pas d'infos, tu pouvais pas trop savoir, c'était un truc un peu mystère parce qu'il fallait beaucoup de capital pour ouvrir une société. Exactement. Il y avait des taux d'intérêt qui étaient à 10%, enfin tu vois, c'est des trucs qu'avant qui étaient énormes, et maintenant, ouvrir une micro-entreprise, moi je l'ai fait, et je le dis, en une semaine c'est fait. En une semaine, tu vas sur INPI Guichet, tu rentres ton prénom, ton nom, ton adresse, ta boîte aux lettres, ce que tu vas faire comme activité, parce que voilà, tu auras réfléchi comme tu l'as dit avant. Tu attends une semaine, hop, tu t'inscris sur l'URSSAF, tu vois que tu reçois un petit mail, et bah c'est parti. Ouais, exactement. Et tu fais c'est beaucoup plus sur Google Sheet, t'as tout qui est gratuit maintenant, tu peux te faire sur Google Doc, Google Sheet, tu peux faire tes devis, tu peux faire tes factures, tu peux faire ta compta, Exactement. tu peux faire, sachant qu'en micro-entreprise d'ailleurs t'as pas de compta, tu vois, enfin au-delà même de lancer, vous avez lancé une ESS, tu vois, mais même je me disais quelqu'un qui se lance en freelance, comme vous auriez pu le faire aussi, il n'y a rien d'exceptionnel. Tous les mois tu déclares, tu fais zéro, mais que tu fais zéro, t'es pas taxé. Tu déclares que tu fais, je sais pas, genre 100, 200, 1000 euros, tu payes une petite partie de cotisation, mais genre c'est tout, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, exactement. Il n'y a rien de, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... trop finalement ce que c'est. Ah ouais, et alors qu'aujourd'hui, dans l'ère où on est, j'estime qu'on est extrêmement chanceux parce qu'on peut se renseigner sur absolument tous les points très facilement. Tu peux changer de métier, je comprends maintenant les gens veulent changer complètement de choses, qu'ils voient qu'il y a accès. Bien sûr. Tu peux te former sur... Pourquoi là aussi ce cliché, comme on me l'a dit quand tiens t'as lancé une entreprise dans la com, tu voulais pas plutôt lancer une entreprise dans les assurances, tu feras ça après, ok, mais pourquoi se lancer dans la com alors que t'as un master 2 droit des assurances, comme si t'étais obligé d'avoir une seule profession. Moi je m'estime entrepreneur et ça me mènera où j'ai envie que ça me mène. J'ai envie de dire si tu as envie de créer ta marque de punch, tu créeras ta marque de punch. Exactement. J'ai envie de dire tout s'apprend, comme dirait Oussama Mar, tout s'apprend. J'ai envie de me former sur quoi j'ai envie de me former. Bienvenue sur internet, quoi. Donc c'est ça. Donc voilà. Discuter avec des potes des fois qui me demandaient mais comment tu fais, c'est quand même fou et tout. Je dis quand je sais pas un truc, quand je demande à mon ami Google. Maintenant on a ChatGPT, enfin je veux dire c'est encore 2 fois plus rapide et 3 fois plus, enfin même 2 fois plus rapide, même 10 fois plus rapide et 10 fois plus intelligent, parce qu'il peut te donner des explications rationnelles et tout. Ou tu vas sur YouTube, tu tapes la même chose, tu trouves un tuto, tu peux trouver un tuto pour tout, tu veux un tuto pour changer une ampoule, un tuto pour ouvrir ton podcast. Moi j'ai fait quoi quand j'ai commencé mon podcast? Comment créer un podcast, hein. Exactement. Je me suis dit ok, il faut des micros, ok, il faut avec ton iPhone, et puis j'ai un iPhone, j'ai même un téléphone, peu importe. Les micros, tu peux prendre des micros d'autres téléphones ou des petits enregistreurs avec des micro-cravates à 10-15 euros. Et puis au départ, vraiment l'essentiel c'est de faire. C'est de faire et pas de... que parfait. Je veux dire, le processus d'amélioration, il dépend de la répétition d'une même tâche. Donc ça peut être comme créer des vidéos, des podcasts qui sont excellents d'ailleurs comme tu le fais, ou ça peut être comme créer des posts LinkedIn. Tout ce que tu veux. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux créer mais tout ce que tu veux et dans n'importe quel domaine et n'importe quel secteur. Bien sûr qu'il y a des professions qui sont réglementées, bien sûr qu'il y a certaines limites dans certaines professions à respecter. Il y a un cadre, il faut respecter une liste entre guillemets de critères. Après, au-delà de ça, faut juste, fais-le quoi. Genre, il n'y a pas de... Exactement. Et je trouve là-dessus que, parce que pour terminer là-dessus, quand tu me disais mes plus grands apprentissages, en ce moment, je lis Le pouvoir des habitudes, qui est un bouquin mais qui est excellent. Je te le conseille. C'est Charles Duhigg. Exactement. Okay. Exactement. Et ce bouquin, il est excellent. J'ai fait un post LinkedIn dessus hier d'ailleurs. Mais et vraiment, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas entre guillemets de pas sportif, de fainéant. Il n'y a que des habitudes qui existent. À partir du moment où tu mets en place une discipline, tu peux arriver à tout. Je veux dire, il y a des exemples dans ce livre et puis des exemples qui sont vraiment, tu vois, référés. Enfin, tout ça, c'est pas des exemples que l'auteur a voulu illustrer par des métaphores ou des... C'est vraiment des exemples précis qu'il a pris qui existent. Je veux dire, une personne au bout d'un moment qui est toxicomane et puis qui après devient elle est ouf cette anecdote, j'ai lu le livre et elle est ouf. Et puis qui devient il y avait des parents toxicaux et puis il devient dirigeant d'une des plus grandes franchises de Starbucks, une des plus grosses franchises, c'est un franchisé Starbucks quoi, et juste parce que pour avoir modifié des habitudes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secret. Je pense que c'est un très très bon mot de la fin. Je pense, je finirai juste finalement par une citation que j'ai entendue aussi dans un podcast. C'est finalement, les entrepreneurs font rien d'exceptionnel. Ils font ce qu'il est facile de ne pas faire. Je pense que là, on peut pas mieux finir. Le dernier truc, et quel type d'invité t'aimerais voir dans le podcast après être passé du coup dans le côté invité et non plus spectateur? Quel genre de personne t'aimerais voir
Ben moi podcast. justement, je le trouvais hyper intéressant jusqu'ici parce qu'il mettait vraiment en avant des personnes qui s'exposent pas tellement au niveau des podcasts. Ok. C'est vrai qu'on a tendance à pouvoir retrouver un petit peu les mêmes invités, alors qu'il y a des entrepreneurs qui font des résultats excellents et qui ont des parcours de vie incroyables, qui sont pas forcément mis en avant. Et aussi justement le fait de toujours changer de secteur, ça qui est vraiment super intéressant. Je veux dire, tu as accueilli une fille qui était vraiment finalement dans le fit, tu as accueilli quelqu'un qui est devenu associé à 19 ans, mode de gestion, tu as accueilli une autre personne qui est dans la distillerie. Je veux dire, il y a vraiment des profils qui sont très très intéressants. Et je dirais vraiment continuer dans ce mood-là, dans vraiment la diversité. La diversité des secteurs et des profils proposés, ouais. Exactement. Bah écoute, c'est prévu en tout cas, là il y a pas mal de choses qui vont arriver très prochainement, aussi bien dans ce studio-là que ailleurs en France et j'espère à l'étranger aussi. Bah, j'ai hâte de voir ça. Bah écoute Joris, merci beaucoup, c'était exceptionnel. Merci à toi Valentin. N'hésitez pas, donc je mettrai les liens dans la description donc pour les réseaux sociaux de Joris ainsi que les liens, vous allez retrouver ses réseaux sociaux, les liens de l'agence, les liens de son associé pour vraiment aller voir plus en détail ce qu'il fait et pour vous intéresser à son agence Linked by Agency. Et puis bah écoutez, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. C'était Valentin et Joris. Ciao ciao. Salut.